Même 7 ans après, il y a des prénoms comme ça qui marquent. Il va monter jusqu'à 100 personnes sur le terrain avec des équipes cynophiles, des chiens, un hélicoptère. L'autopsie nous permettra de constater des fractures du péroné, des fractures du coude. 17 coups de couteau, il y a des coups au visage, il y a des coups au thorax, il y a des coups dans le dos, il y a des coups dans le cou. Le dossier sera clos le jour où on aura identifié celui qui est à l'origine de sa disparition. La douleur de perdre un enfant, c'est la pire de tous, ouais. Même à mon pire ennemi, je lui souhaiterais même pas, en fait, quoi. C'est impossible. En quelques minutes, elle s'est complètement volatilisée. Ça défie l'entendement, c'est pas possible. Mais n'importe qui a un gosse et qui voit son gosse ne pas rentrer devient fou. C'est inconcevable. C'est quelque chose d'horrible. On a peu d'éléments. On est face à du vide. Il n'y a rien. On a eu un fol espoir de la retrouver vivante. J'en ai encore des frissons, on y croit. Je le considère comme le pire tueur en série de l'histoire criminelle française. Parce que cette petite fille... Je veux qu'on trouve la solution. C'est mon objectif. Le seul. Le 9 janvier 2003 est une journée particulièrement froide sur Guermantes. En fin d'après-midi, je crois que les températures chutent jusqu'à -8, -9 degrés. Et il fait franchement très 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 froid. Donc il n'y a personne dans les rues de Guermantes en fin d'après-midi. Guermantes, c'est un gros bourg qui est aux portes de Paris, qui a 1300 ou 1400 habitants. C'est une ville assez chic, achetée avec des beaux pavillons, des beaux jardins, mais c'est une ville où il y a peu de vie quelque part. On a l'impression d'être loin de tout, alors qu'on est à une trentaine de kilomètres de la capitale. C'est vraiment très très calme. Quasiment tout le monde se connaît, tout le monde va à la même école, tout le monde va au même collège. On a beau être à la proximité de Paris, mais on est déjà à la campagne. À Guermantes, il n'y a pas d'école. L'école, elle est située, comme souvent d'ailleurs, dans le village d'à côté qui s'appelle Conches. C'est pas très loin, mais il y a quand même un peu de marche pour revenir.
Ce soir-là, donc à 18h, on libère les enfants et la petite Estelle prend le chemin du retour en compagnie de 2 petites copines. Estelle, c'est une petite fille joyeuse, souriante. Une petite blonde resplendissante, avec des yeux bleus, une enfant lumineuse. C'est vraiment un petit amour, c'est quelqu'un qui est rigolote, marrante. Estelle, elle quitte l'école aux alentours de 18h, après être restée à l'étude. Elle rentre à pied et elle part avec 2 petites copines qui font une partie du chemin avec elle. Elle rejoint le bourg de Guermantes, ou en tout cas l'endroit où il y a quelques commerces à Guermantes. Ces 2 copines vont la quitter aux environs de la boulangerie. La boulangère la voit passer, parce qu'elle a l'habitude de la voir régulièrement. Et elle voit Estelle partir toute seule en direction du lotissement pour rejoindre la maison familiale, la maison de sa maman. Pour rentrer chez elle, elle doit dépasser la boulangerie, reprendre un chemin sur la droite. Un sentier qui coupait, comme une petite venelle, entre des jardins. Mais ce sentier, il est mal éclairé, il n'y a pas d'éclairage. À partir de ce moment-là, elle est toute seule. Finalement, il lui reste en gros 500-600 mètres à faire, toute seule, pour arriver à son domicile. Et après, c'est une lumière éteinte, on ne sait plus ce qu'elle est devenue. Elle s'est complètement volatilisée, il n'y a aucun témoin. Il est 19h et Suzanne Mouzin rentre du boulot. Elle travaille dans un laboratoire et elle s'attend évidemment à trouver à la maison la petite Estelle avec sa grande sœur. Depuis quelques mois, Suzanne Mouzin est séparée de son mari. Elle vit à Guermantes, dans la maison qu'elle a conservée, avec sa fille aînée qui a 16 ans et la petite dernière, Estelle, qui est âgée de 9 ans et demi. Ce soir-là, elle va rentrer dans la maison, elle ouvre la porte, et là, Estelle n'est pas présente. Elle demande alors à sa fille aînée, « Où est ta sœur ?» Salut. Elle est où, Estelle? Elle n'est pas rentrée. Et là, son autre fille lui dit « non, Estelle n'est pas là ». Se dit, elle est peut-être chez une copine, elle est peut-être chez une voisine, donc elle téléphone à toutes ses copines pour savoir si Estelle n'est pas chez elle. Finalement, personne ne l'a vue, elle a disparu. Voilà. Et donc là, elle commence à s'inquiéter, parce que c'est pas dans les habitudes, effectivement, d'Estelle, qui est une petite fille très rangée, très ordonnée, très claire dans son emploi du temps. Estelle introuvable, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On remonte dans la voiture, c'est ce que fait Suzanne Mouzin, et puis on repart faire le chemin de l'école. Elle retourne à Conches à l'école. Et puis elle la voit pas. Elle va refaire le parcours entre l'école et sa maison. Elle va tourner plusieurs fois dans le quartier, dans le lotissement, pour essayer de retrouver sa fille. Elle voit rien, elle voit pas la petite Estelle et elle voit rien d'autre. Donc elle revient à la maison. Il est maintenant un peu plus de 20h45. Estelle n'est toujours pas rentrée à la maison. Suzanne Mouzin est extrêmement inquiète. Suzanne Mouzin est sous le choc. Puis c'est là qu'elle décide d'appeler le père, Éric. Même si elle est séparée de lui habite dans les Yvelines, au Vésinet. Et le papa comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose d'anormal, parce que ce n'est pas du tout dans les habitudes de cet enfant. Le temps qu'Éric Mouzin arrive du Vésinet où il réside, Madame Mouzin décide d'appeler la police et appelle le commissariat de Lagny, à peu près vers 21h15, 21h30. Et les collègues de Lagny considèrent la disparition tout de suite comme préoccupante.
Donc ils vont immédiatement se rendre sur les lieux. À Guermantes pour commencer à patrouiller, pour essayer de voir si on peut retrouver quelque part cet enfant. Et c'est vrai que dans les conditions climatiques qu'il y avait ce soir-là, on peut craindre qu'elle soit tombée, qu'elle soit, je sais pas, cassée une cheville ou qu'elle soit en train de souffrir quelque part. Donc il y a un tas de recherches matérielles qui sont faites très rapidement. Quant à Éric Mouzin, il arrive aussi très rapidement dans la soirée vers 22h à Guermantes. Il rejoint le dispositif et il fait des recherches avec les policiers. Éric Mouzin participe aux recherches dès le premier soir. Je me disais, il fait quand même moins 10. C'est ça qui m'inquiétait le plus. Je me disais, si elle n'est pas à l'abri quelque part au chaud, on ne peut pas éternellement rester dehors à cette température. Mais n'importe qui a un gosse et qui voit son gosse ne pas rentrer devient fou. Fou d'angoisse, immédiatement. Et c'est ce qui va arriver à la fois à Suzanne et à Éric Mouzin, parce que ça défie l'entendement, c'est pas possible. C'est-à-dire, forcément, la gosse est quelque part. On se dit que si éventuellement elle a été enlevée d'une manière violente, elle a perdu soit un bonnet, soit un cache-col, soit un sac, soit un gant. Nous recherchons un de ses vêtements. Guermantes est passé au peigne fin, mais les alentours, c'est immense. Il y a des autoroutes, il y a des forêts, il y a des grandes forêts tout autour qui sont inexplorables. Jusqu'à 2h du matin, on cherche. Ça, on ne sait pas où on cherche, mais on cherche. On va dans tous les sens pour essayer de trouver des traces. Mais on ne trouve rien. Aucun témoin, aucune trace, il n'y a rien. Rien. On est dans une situation d'urgence, il y a urgence à agir. Ce sont les premières heures qui comptent pour retrouver une enfant vivante. On organise les choses de deux manières. Il y a d'un côté des recherches matérielles qui continuent à être faites, c'est-à-dire des rondes, des patrouilles, des battues. On fait venir un hélicoptère qui survole toute la région parce qu'on se dit qu'on pourrait voir des traces, etc. Et puis, il y a une enquête judiciaire qui commence, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la famille, aux parents bien sûr, et à tout l'entourage d'Estelle Mouzin pour savoir qui est cette petite fille, comment elle vit, dans quel milieu elle vit, qu'est-ce qui a pu se passer. Dans le cadre de la disparition d'Estelle, la première piste qui est évoquée par les enquêteurs, il s'agit pour eux d'une fugue. Effectivement, dans 99% du temps, il s'agit bien d'une fugue dans le cas de la disparition d'un enfant. C'est une petite fille qui n'a pas de problème particulier, qui travaille plutôt bien à l'école, qui est gaie, qui est joyeuse, qui n'a pas de mal-être particulier. La petite, la description qu'en font les quelques personnes que l'on rencontre assez rapidement dans le voisinage, c'est qu'elle est discrète, elle est gentille, elle est sérieuse, c'est une petite fille sans aucun problème. Il n'y a pas eu de conflit avec ses parents, etc. Elle n'a pas... Non, il n'y a aucune... Au moment où elle disparaît, il ne s'est rien passé qui aurait pu provoquer une fugue même très momentanée. Non, absolument rien. Évidemment, plus le temps passe, moins les chances de la retrouver vivante. Comment dire ? On est sûr de rien dans le cadre de disparition. On ne sait pas ce qui a pu arriver. Mais
d'expérience, on sait que les chances de survie d'enfants, en bas âge surtout, s'amoindrissent au fil du temps. Il y a vraiment une montée en puissance des moyens de recherche. Il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des pompiers. Il y a une compagnie de CRS aussi. Il y a les chiens, bien sûr, qu'on fait intervenir à la brigade cynophile. Il y a du monde, il y a au moins une centaine de personnes qui sont en train de chercher dans tous les sens. Donc ça, c'est assez impressionnant. Moi, je me rappelle d'une scène, on voit des pompiers équipés avec des tronçonneuses qui vont découper des blocs de glace pour sonder un petit étang pour voir s'il n'y a pas un cadavre sous cette glace. Parce qu'encore une fois, rappelons-le, on est en plein hiver et il fait très très froid. Les températures la nuit descendent à -8, -9 degrés. Il y a aussi des bâtiments sous-bois dans les forêts. Donc il y a plein de points de fouilles qui sont quadrillés avec une énorme mobilisation. Si vous voyez des indices, surtout ne les touchez pas. Plus on le diffusera, mieux c'est. Je ressens dans les habitants de Guermantes une solidarité que je ne soupçonnais pas. Tout le monde veut retrouver Estelle. Il n'y a aucun élément, aucune trace, aucun indice qui apparaît. On ne sait pas comment la petite Estelle a disparu. Est-ce qu'elle est montée dans une voiture? On ne le sait pas. On est face à du vide. Et c'est bien le problème de cette histoire. On a peu d'éléments. Le père d'Estelle immédiatement pense au pire. Estelle a été amenée par quelqu'un. C'est pas la peine de penser qu'il peut se passer autre chose. On ne se perd pas sur 500 mètres de distance. Elle sait très bien qu'il ne faut pas monter avec quelqu'un en voiture. Et je crois qu'elle ne le ferait pas avec un inconnu. Par elle-même. Éric Mouzin, dès le départ, comprend que, certes, la police enquête, certes, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais qui peut apporter énormément à l'enquête. Alors il commence par mettre évidemment des affichettes absolument partout. Des avis de recherche, quoi, finalement, auprès des commerçants, aux alentours. Toute information est bonne à prendre dans ce type de dossier. Il a raison, parce qu'il tente tout. Il tente tout. Il veut rien laisser au hasard. Il veut rien laisser au hasard. Donc Guermantes va être inondée en quelques heures et en quelques jours de la photo d'Estelle. À l'époque, il n'y avait pas encore alerte enlèvement, donc la police décide de mettre en place un numéro vert et gratuit. Si jamais vous avez une information à donner sur la disparition de la petite Estelle, appelez-nous. Il faut attendre 72 heures après la disparition d'Estelle pour qu'il y ait un coup de fil qui fasse trembler Guermantes. Le dimanche 12 janvier, vers 8h40 du matin, le téléphone sonne. Bonjour, merci de laisser un message après le bip sonore. Il y a un appel téléphonique qui arrive sur le répondeur de l'école de Conches où allait Estelle Mouzin. Et il arrive simultanément sur le répondeur du domicile de Suzanne Mouzin. Un coup de téléphone qui peut paraître très sérieux, très crédible. C'est la voix d'un homme qui dit, voilà, la petite fille, c'est mon copain et moi. Moi je voulais pas, c'est lui qui voulait. Nous l'avons enlevée, mais elle est vivante. Je vais la remettre dans le TGV pour Paris. Et il y a un ton qui est crédible, j'en ai encore des frissons, on y croit. Et là, on y croit, on s'est dit, mais c'est un malade mental qui a enlevé cette gamine, qui l'a emmenée je sais pas où. Il fallait tout mettre en œuvre pour essayer de la retrouver dans les trains, dans un des trains qui remontait sur Paris. Donc on remonte tout cet appel téléphonique. Et ils vont découvrir très rapidement
en obtenant le numéro, que c'est le numéro d'une cabine publique. Ça provient d'une cabine téléphonique à Avignon. On se dit qu'il est susceptible de mettre Estelle dans un train à partir d'Avignon jusqu'à Paris. On prend des mesures pour essayer de fouiller tous les trains venant d'Avignon et se rendant à Paris. On fait pas d'impasse. On fouille tous les trains, on fait fouiller tous les trains. On est au départ, à l'arrivée, et il y a des équipes de la police ferroviaire dans chaque train Avignon-Paris. Parmi les passagers, il n'y a pas Estelle Mouzin, elle n'est pas à bord de ces TGV, qui seront fouillés de fond en comble. On ne trouve aucun élément, malheureusement, susceptible de nous aider à retrouver Estelle. Mais néanmoins, après un vrai travail d'enquête, un gros travail d'enquête, on identifie l'auteur de cet appel, que bien évidemment, on arrête, on interpelle. Et puis tout d'un coup, c'est le vide qui nous envahit, puisqu'on s'aperçoit que l'appel était une mauvaise farce. C'est un mythomane, un dangereux mythomane. En tout cas, il sera jugé et condamné à une lourde peine de prison ferme. Nous sommes le 14 janvier 2003 et la police judiciaire de Versailles envisage une perquisition à grande échelle sur le village de Guermantes. Une petite fille est peut-être séquestrée quelque part dans une maison de Guermantes, dans une cave ou que sais-je. Donc il faut absolument fouiller toutes les maisons. Il ne faut pas faire d'impasse là-dessus. On a de grands espoirs sur cette méga perquisition parce qu'on se dit que dans les conditions dans lesquelles elle a disparu, pas de témoignages, rien du tout, on se dit qu'elle ne doit pas être très loin. Et c'est ce 14 janvier, ce mardi 14 janvier, à 6h du matin, que la ville de Guermantes est entièrement encerclée, que plus personne ne peut y entrer ou en sortir sans que le coffre de sa voiture soit fouillé. On est obligé d'organiser les choses de manière quasi militaire. C'est du jamais vu en matière judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a un village qui est encerclé par des forces de l'ordre. Il y a, je crois, 150 officiers de police judiciaire qui sont là, et épaulés par des militaires, et également par pratiquement 3 compagnies de CRS pour assurer la sécurisation, pour verrouiller tous les accès de ce village. La police n'avait prévenu personne, ni le maire, ni nous. Il n'y a eu aucune suite, tout va bien, il n'y a pas un journaliste sur place, la ville est absolument déserte. Et les groupes s'avancent vers chaque maison pour entamer la perquisition à 6h du matin. Ils vont perquisitionner tous les pavillons de Guermantes. Je crois qu'il y aura un peu plus de 400 perquisitions. Il s'agit en fait de prendre les gens au saut du lit. 6h du matin, on tape à la porte. C'était les policiers que je connaissais. Puisque ça faisait 3 jours que je passais avec eux. Donc je les connaissais. Police, on vient perquisitionner, on perquisitionne tout le monde dans le village. On laisse rentrer, visiter, regarde partout. Les chambres, les lits, les armoires, les greniers. En fin de matinée, rapidement, parce que Guermantes, c'est pas très grand, les policiers doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a aucune trace, nulle part, d'Estelle. On ne trouve pas son cartable, on ne la trouve pas elle non plus, on ne trouve pas son écharpe, on ne trouve rien qui puisse indiquer qu'elle soit passée dans une des maisons, on ne trouve personne qui puisse nous donner un renseignement quelconque. Il faut se faire une raison, Estelle Mouzin n'est pas séquestrée, retenue contre son gré, dans l'un des greniers ou l'un des pavillons de Guermantes. On ne peut pas non plus perquisitionner la région parisienne dans son ensemble. La logique étant que les voisins relativement proches étaient plutôt à privilégier. Et ils font un truc concentrique et ils s'élargissent, mais ils s'arrêtent au village de Guermantes. Alors qu'il y a d'autres villages à côté qui sont mitoyens, puisque la même rue, vous allez avoir côté impair, c'est Conches, côté pair, c'est Guermantes.
Pourquoi s'arrêter à Guermantes? Ça n'a pas de sens. Pour les parents, c'est extrêmement difficile que de voir qu'à chaque fois, on aboutit à une impasse, qu'il n'y a rien de nouveau et qu'on repart à zéro tout le temps. La thèse de l'enlèvement est privilégiée, mais les pistes manquent. Alors le père d'Estelle nous a contactés. Il renouvelle son appel à d'éventuels ravisseurs. J'ignore qui vous êtes et où vous vous trouvez. Je suis en revanche certain que vous m'entendez. Le message qui est finalement rédigé par M. Mouzin est très représentatif en fait de ce qu'il est. Estelle n'est pas une chose que l'on peut garder comme cela. Estelle est une enfant qui doit retrouver sa liberté et sa famille. Quoi qu'il ait pu arriver à Estelle, vous devez nous la rendre. Il n'y a pas dans ce message de marchandage ni d'appel à quelque forme d'humanité qui pourrait être en vous. Vous avez commis un acte monstrueux et vous ne faites pas partie du genre humain. Éric Mouzin, c'est avant tout un battant. Lui, il ne se résout pas, il ne se résigne pas. Lui, il a décidé le combat. C'est une façon aussi de survivre. Monsieur Mouzin a besoin en fait de se comporter comme ça pour pouvoir tenir. Ce qu'il a envie de faire passer, c'est sa colère, pour faire bouger le ravisseur. Ça peut venir toucher l'humanité, si tant est qu'il en reste, du ravisseur. Ça fait partie de son état d'esprit. Certains parents ne l'auraient peut-être pas fait, parce qu'il faut avoir le courage aussi d'affronter par image interposée un éventuel ravisseur. Curieusement, il va falloir attendre 6 mois, juin 2003, pour que le témoignage de la petite voisine d'Estelle soit pris au sérieux. On a un témoignage qui nous arrive d'une petite fille, une amie d'Estelle, du même âge du coup, qui nous explique qu'elle a été importunée par un individu qui était au volant d'une fourgonnette blanche. 3 semaines avant, un jeudi soir de la même manière, à peu près à la même heure. Il accoste la petite fille alors qu'il est dans sa voiture, la fenêtre baissée, et il lui demande si elle veut monter, s'il ne peut pas la raccompagner chez elle. La petite fille, elle, refuse et s'enfuit. Fait très intéressant, c'est que Estelle Mouzin et cette fillette qui a été importunée 3 semaines auparavant, en décembre 2002, se ressemblent beaucoup et que là aussi, peut-être, ne s'agit-il pas d'une coïncidence. C'est un élément troublant et elle va décrire le conducteur. Les enquêteurs décident d'élaborer avec la petite fille un portrait robot. Donc voilà, elle va passer du temps avec les fameux dessinateurs de la police judiciaire. Ça ressemble à un monsieur de type européen. Il est brun, les yeux bruns avec des lunettes. Il a une barbe de 3-4 jours. C'est un visage assez masculin, assez émacié. Le portrait robot, il va être utilisé très largement, y compris dans les médias. Il va y avoir des appels à témoins de réaliser. À partir de ce portrait robot, un numéro vert est mis en place. Comme malheureusement la plupart des portraits robots, ils ressemblent à n'importe qui. Aux yeux des enquêteurs, la ressemblance est réelle. Voici l'homme qui a été arrêté en Belgique après l'enlèvement manqué d'une fillette il y a 10 jours. Il ressemble au portrait robot de l'homme recherché à Guermantes dans l'affaire de la petite Estelle. Autre point de concordance, la camionnette blanche de cet homme, elle pourrait correspondre à celle qui est recherchée à Guermantes, en Seine-et-Marne. L'homme a déjà été condamné pour viol sur mineur en France et il venait encore régulièrement en région parisienne. Quand le 27 juin 2003, les autorités belges arrêtent Michel Fourniret, on va très vite le suspecter
de la disparition et de l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret, moi qui l'ai beaucoup étudié, je le considère comme le pire tueur en série de l'histoire criminelle française. Michel Fourniret, c'est un prédateur sexuel avéré. Il a violé et tué des jeunes femmes ou des fillettes. Il a été condamné 7 fois pour ce type de fait. Il en a probablement commis d'autres. C'est un peu le suspect idéal dans le cadre d'une disparition d'enfants. Michel Fourniret présente un intérêt dans l'affaire Mouzin dans le sens qu'il a vécu à une dizaine de kilomètres de Guermantes pendant longtemps, donc il connaît très bien la région, qu'il était le roi de la camionnette blanche pour ses enlèvements et que donc la petite fille qui a été sollicitée 3 semaines avant a été également sollicitée par un monsieur qui avait une camionnette blanche. Michel Fourniret est habitué à beaucoup bouger au volant de sa camionnette. Le problème aussi, pour les enquêteurs, c'est de retracer la chronologie de Michel Fourniret, qui utilise fort peu son téléphone portable, qu'il éteint en règle générale quand il est à la recherche de proies. Il ne possède pas non plus de carte de crédit, donc il va payer son essence, tous ses frais, en liquide. Voilà pourquoi son parcours est extrêmement difficile à retracer. Il a été placé en garde à vue par la police judiciaire à plusieurs reprises et à un moment donné, on lui pose la question, clairement. Êtes-vous à l'origine de la disparition d'Estelle ? Non. En aucune manière. À plusieurs reprises, il le réitère. Non. Bon, voilà. Officiellement, Michel Fourniret, il a un alibi béton, entre guillemets, pour la disparition d'Estelle. Ce soir-là, j'ai appelé mon fils vers 18h30, mon fils aîné, pour lui souhaiter son anniversaire. J'ai téléphoné de mon domicile en Belgique. Ce coup de fil n'aboutit pas, il tombe sur un répondeur, on ne laisse pas de message, et cet appel dure environ 8 à 9 secondes. Et c'est vrai que cette communication téléphonique existe. Aujourd'hui, le problème, c'est que personne ne sait si effectivement ce coup de fil a bien été passé de Belgique et passé par Michel Fourniret. Voilà. Là-dessus, les expertises techniques, je crois qu'elles n'existent pas. Voilà. Elles ont été demandées, mais elles n'ont jamais été réalisées. Bon, là, il y a quand même un sérieux doute. Très curieusement, début d'année 2018, il fait des aveux en creux où il dit en fait qu'il ne nie pas ne pas être impliqué dans la disparition d'Estelle. Voilà, on a quelqu'un qui joue à la fois avec les victimes, il joue avec les enquêteurs, il joue avec la justice, parce que ça lui permet d'avoir la lumière sur lui, qu'on parle de lui, parce qu'il a un ego surdimensionné comme tout tueur de cet acabit. Alors c'est vrai que depuis septembre, il y a de nouvelles recherches qui sont faites dans des propriétés où Fourniret s'est rendu. Il faut explorer, effectivement. Tout ce qui peut être fait doit être fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour l'instant, ça ne donne rien. Moi, je souhaite une chose, c'est qu'un jour, ça donne quelque chose. C'est qu'il y ait un élément concret qui apparaisse. Si Michel Fourniret est impliqué dans la disparition et l'assassinat d'Estelle Mouzin, je pense qu'un jour ou l'autre, il parlera. C'est une enquête qui nous touche, parce qu'il s'agit d'une enfant, mais aussi parce que ça dure. Et qu'on a beau tout faire et tout mettre en œuvre dans tous les sens, et en fait, rien n'aboutit. On sent de l'abattement au sein de la PJ. Pourquoi ? Parce que, je me rappelle très bien, il y a un des policiers qui me dit finalement,
plus l'enquête avance, plus on referme des portes, et plus on a l'impression de reculer. Donc c'est un constat d'échec, c'est terrible. Cette plainte est difficile à vivre pour nous, mais elle est compréhensible parce qu'il a le droit d'estimer que le système n'a pas marché comme il aurait dû marcher. Que M. Mouzin soit déçu de la situation actuelle, qu'il soit en colère en quelque sorte, parce que finalement on n'a pas trouvé la solution à cette énigme, je le comprends parfaitement. Ça nous fait un peu mal, c'est vrai, de considérer que finalement on n'ait pas été à la hauteur de la situation. Et ça nous a fait un peu mal de penser que il considérait qu'on n'ait pas tout mis en œuvre, quoi. Le père d'Estelle Mouzin, il se bat judiciairement, c'est quelqu'un qui a du courage, et c'est quelqu'un qui force l'admiration. Il essaye de ne pas sombrer, d'être dans l'action justement pour pas se laisser aller au désespoir. C'est une façon aussi de survivre. Clairement, M. Mouzin ne veut pas baisser les bras et continuera de faire tout ce qui peut être envisageable et imaginable pour faire avancer l'enquête sur Estelle. Estelle Mouzin, ça me touche et ça me touche encore parce que d'abord, ça aurait pu être ma fille, donc comme chacun d'entre nous. Quand je vois la photo d'Estelle et en particulier son regard, forcément, je me projette sur ma fille. Et forcément, je me dis que si moi ça m'arrivait, je suis pas certaine d'avoir autant de force que monsieur et madame Mouzin pour rester en vie. Et forcément, on aurait juste envie d'arrêter le temps et de revenir le 9 janvier 2003 pour dire à Estelle, prends l'autre chemin plutôt que celui-là. Ça m'attriste beaucoup. Je suis très touchée. Mais on y pensera toujours, on pensera toujours à elle. Parce que cette petite fille... Désolée. C'est une affaire profondément marquante, puisqu'il y a une fillette qui s'est évaporée, qui a disparu, c'est une forme de fantôme, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc l'affaire Estelle Mouzin, c'est une véritable énigme judiciaire. Et ça fait 16 ans que ça dure. Le dossier Estelle Mouzin sera clos le jour où on aura identifié, au moins policièrement, l'auteur, enfin, celui qui est à l'origine de sa disparition. Je suis obligé d'investiguer sur ce dossier et je suis obligé de trouver la solution. C'est incontournable. Je veux qu'on trouve la solution. C'est mon objectif, le seul. À ce moment-là, j'espère que ma fille est encore vivante. Cet enfant a été maltraité pendant 6 mois. L'autopsie nous permettra de constater des fractures du péroné, des fractures du coude, des fractures du bassin. Tiphaine a été un sac de boxe pour Anne-Sophie. Et Nicolas a tenu ce sac. Une mère peut pas faire ça à son enfant. C'est sa chair. Elle l'a mis au monde. Voilà. Pourquoi ? Anne-Sophie et Nicolas sont à ce moment-là les parents les plus détestés de France. C'est une affaire qui m'a beaucoup marqué, justement par l'innocence de cet enfant qui ne méritait pas de mourir. Que l'on soit avocat ou homme, c'est insupportable. C'est même encore très dur aujourd'hui. La douleur de perdre un enfant, c'est
C'est la pire de tous, ouais. Même à mon pire ennemi, je lui souhaiterais même pas, en fait, quoi. C'est impossible. Le 18 juin 2009, la ville de Maubeuge se prépare à accueillir les Folies. C'est un gros festival. C'est une période de 3-4 jours dans l'année où il y a des fêtes de rue, où il y a des animations de rue, où il y a énormément de gens qui assistent à des spectacles gratuits dans la rue. L'ambiance est assez festive dans les rues de la ville. Il y a une ébullition, il y a quand même du monde qui s'apprête à être là en soirée. La foule est attendue à Maubeuge ce jour-là. Il est 16h30 quand Anne-Sophie se rend au commissariat de Maubeuge. Elle raconte que sa fille âgée de 5 ans a disparu, qu'elle l'a cherchée pendant une demi-heure dans les rues de la ville, en vain. C'est une jeune femme de 23 ans qui a 3 enfants, une toute petite fille, une fille aînée et une autre fille au milieu qui est Tiffaine. C'est une jeune femme qui présente bien, qui est mignonne, qui est agréable, qui est polie. Anne-Sophie déclare qu'avec sa plus jeune fille âgée d'1 an et accompagnée de Tiffaine, elle est allée effectuer des démarches administratives et qu'ensuite elle a eu la volonté d'aller faire des courses, elle est notamment rentrée dans un magasin de chaussures. Elle se trouve avenue de France. Et avenue de France, sa fille marche devant elle. Mais à un moment donné, sa fille tourne dans la rue suivante. Et là, proche des festivités, à 16h10, mystérieusement, sa fille se serait envolée. On peut logiquement penser que cet enfant a été attiré par les lumières, la musique, et qu'elle s'est rendue d'elle-même dans ce quartier. Et Tiffaine échappe à la surveillance de sa mère, et quand elle cherche après elle, elle ne la voit plus. Elle raconte avoir cherché sa fille dans les rues pendant à peu près une demi-heure. Elle n'a pas arrêté les passants, elle n'est pas rentrée chez les commerçants pour en parler. C'est vraiment seule qu'elle a essayé de rechercher Tiffaine. Puis, au bout de quelques minutes, elle décide d'appeler son compagnon, qui lui conseille de se rendre tout de suite au commissariat. C'est une mère qui a l'air éplorée, complètement déstabilisée par la disparition de sa fille. Et à la rigueur, il n'y aurait rien à remettre en question à sa version. La disparition est signalée aux alentours de 16h30 par la mère. Dans les premières heures, le signalement de Tiffaine est diffusé à tous les services de police français et belges. Alors au début, on sait peu de choses. On sait qu'elle s'appelle Tiffaine, qu'elle a 5 ans, qu'elle mesure environ 1,20 m et qu'elle porte ce jour-là un t-shirt rose, manche courte, à l'effigie de son héroïne Dora. Anne-Sophie téléphone en disant qu'elle avait perdu Tiffaine dans Maubeuge. Je lui ai dit mais comment tu as fait pour perdre Tiffaine? Moi j'ai eu 12 enfants, j'ai jamais perdu un enfant. Arrivé sur Maubeuge, on a été directement au commissariat. Donc je me suis présenté, je suis monté en suivant un policier. Il y avait Anne-Sophie dans le bureau qui était juste à côté. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Pardon, je suis désolé ». À ce moment-là, je suis sur une autre planète, quoi. Je ne fais pas encore attention à ce qu'on me dit. Je voulais qu'une chose, oui, c'était retrouver Tiffaine, quoi. Est-ce que Tiffaine a fait une mauvaise rencontre? Est-ce que Tiffaine s'est perdue dans les rues de Maubeuge, où il y avait quand même beaucoup de monde ce jour-là? Mais aucune piste n'est exclue. Il est question de la vie d'un enfant, donc ils emploient les grands moyens, le commissariat. Les patrouilles vont dans le centre-ville, ils font même des annonces par micro, ils contactent les employés de la SNCF jusqu'à la gare. À la rigueur, elle aurait pu être emmenée en train. On
faisait que marcher dans Maubeuge, on a fait toutes les villes aux alentours pour dire de distribuer des tracts avec la photo de Tiphaine aux plus de personnes qu'on croisait. On cherchait derrière les buissons, derrière les poubelles. Les caves, dans les bois, à la gare, on se croisait avec les policiers. Ils nous disaient, nous on a été là, nous on va par là. C'est insupportable, quoi. De perdre un enfant comme ça, disparu. On ne demande qu'une chose, c'est la retrouver au plus vite, quoi. Là, on est véritablement dans une enquête de disparition inquiétante ce 18 juin. Le 19 juin, nous, la police judiciaire, lorsque nous sommes saisis le lendemain, en fait, nous allons marcher dans les pas du commissariat local. La première piste, c'est la piste accidentelle. C'est-à-dire qu'elle a échappé à la surveillance de sa mère, elle est à quelques centaines de mètres de la Sambre, des quais. Et la logique, c'est qu'elle soit tombée dans l'eau. Il y a un important dispositif policier et technique qui se met en place. Des chiens pisteurs sont déployés. Il y a également des sapeurs-pompiers qui vont sonder la Sambre. Vraiment, les choses, pour le coup, sont très bien faites. Et le principal, c'est de la retrouver, et de la retrouver vivante, si possible. Ils ont cherché dans le canal. Alors là, c'était la grande panique. J'ai dit, mon Dieu, pourvu qu'elle n'est pas là. Ça se peut qu'il y ait eu un accident, qu'elle puisse tomber dans l'eau ou quoi, mais c'est pareil, quelqu'un l'aurait vue. Il y avait vraiment du monde à Maubeuge, c'était une période de fête. Donc même à ce moment-là, je me suis dit, à aucun moment, ma fille aurait pu disparaître comme ça, en fait, quoi. Donc ça, cette piste accidentelle, nous allons la poursuivre pendant 8 jours, 15 jours. Par notre expérience de policier, nous savons que les cadavres remontent tôt ou tard. Au bout de 8 jours, aucun corps n'est remonté. Donc cette piste, elle se dilue un peu dans le temps. Ils ne l'ont pas trouvé, bien sûr. Ils ne l'ont pas trouvé. La mystérieuse disparition d'une fillette de 5 ans à Maubeuge, dans le Nord. On est sans nouvelles d'elle depuis hier. Le signalement de Tiphaine est diffusé dans tout Maubeuge dans les premières heures, le lendemain par les médias locaux, régionaux. Son portrait a été rapidement affiché dans les bus, dans les gares, diffusé sur l'ensemble du territoire, mais aussi en Belgique. Le dispositif journalistique qui a été déployé pour couvrir l'affaire Tiphaine à La Voix du Nord, à ce moment-là, c'est un dispositif hors norme. Parce que c'est une affaire hors norme. La deuxième piste, c'est la piste de l'enlèvement par quelqu'un véritablement d'extérieur, c'est-à-dire un pédophile, pourquoi pas. Malheureusement, nous avons vécu, nous, le police judiciaire, les affaires Fourniret. Avec la Belgique, nous étions à proximité de l'affaire Dutroux. Donc ça, nous ne pouvons pas du tout l'exclure. Ma plus grande peur, c'est qu'elle ait fait une mauvaise rencontre, qu'il y a quelqu'un qui l'a ramassée et qui lui ferait mal. C'était très difficile. Donc nous allons mettre en place ici une grosse cellule d'enquête. Nous allons recenser tous les détraqués sexuels connus du secteur. Nous allons faire 2 grosses opérations avec 40 interpellations, garde à vue une première fois, 40 la seconde fois. Ces personnes, ils s'avéreront qu'ils n'ont rien à voir dans cet enlèvement. Dès le lendemain de la disparition de la petite Tiphaine, on apprend qu'on est dans une famille recomposée. Ils vivent avec 3 enfants, mais ce que révèle l'enquête de voisinage, c'est l'existence
principalement de 2 enfants, un bébé, Apolline, et Caroline qui a 6 ans. Mais au final, on a très peu de témoignages qui prouvent l'existence de Tiphaine, ce qui est quand même étonnant. Il y a même certaines personnes qui déclarent découvrir l'existence de ce 3e enfant au sein de ce foyer. Ce qui a entraîné la mise en garde à vue le 19 juin de Anne-Sophie et de son concubin par les collègues du commissariat de Maubeuge. La piste familiale dans cette affaire, elle est rapidement privilégiée parce qu'on est dans un contexte assez compliqué d'une séparation entre Anne-Sophie et son ancien compagnon qui s'est mal passé, beaucoup d'amertume. Cette piste-là aussi, elle est importante pour les enquêteurs. Anne-Sophie a des relations conflictuelles avec le papa de Tiphaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas d'amiable possible. C'est vraiment un couple qui se déchire autour des enfants. Il y en a eu Caroline très jeune. Moi, j'avais 18 ans, elle avait 17 ans et demi. À 3, nous, ça se passait très très bien. On était heureux, bien. Les meilleurs souvenirs qu'on a entre moi et Anne-Sophie de notre vie de famille, c'est avant qu'on ait eu Tiphaine, en fait. Quand Anne-Sophie elle a accouché, elle a abandonné Tiphaine dès le premier jour de l'hôpital, en fait. Et là, j'ai vu qu'il y avait eu un petit problème, en fait, quoi. Qu'elle commençait à dérailler. Anne-Sophie ne se comportait pas comme une maman avec Tiphaine. On voyait bien la différence avec Caroline, et l'enfant le ressentait. Avec Caroline, Anne-Sophie était fusionnelle, par contre, elle s'en occupait pas beaucoup de Tiphaine. Et même pas 6 mois après qu'elle ait accouché, elle est partie définitivement, en fait, en me laissant Tiphaine et en prenant Caroline. Ça a été vite fait, en fait, c'est qu'elle est partie vivre directement chez Nicolas. Quand François y est arrivé avec Tiphaine à l'âge de 6 mois, Tiphaine, elle a été élevée à la maison. On l'a beaucoup entourée, on l'a gâtée. Oui, parce que c'était une petite fille qui était une petite chipie, hein, très joyeuse, elle chantait. Elle nous faisait bien rire avec ses grimaces. À ce moment-là, j'avais rencontré quelqu'un. Tiphaine était très très heureuse avec nous. Elle était tout le temps souriante. Elle jouait tout le temps. Elle était très câline, ça, c'est sûr. Et pendant toutes les années que j'étais avec Sabrina, à aucun moment on a eu des nouvelles de Anne-Sophie ou quoi que ce soit. Jusqu'au jour où elle était... Le 22 janvier 2009, Anne-Sophie se rend à la sortie de l'école de son enfant. Elle n'a pas d'autorisation, elle ne prévient pas le père biologique ni la grand-mère paternelle qui s'occupe pourtant de Tiphaine depuis des années. Elle décide de ramener Tiphaine chez elle. Elle va la reprendre sans aucune difficulté puisqu'il n'y a de toute façon aucun titre juridique, aucun jugement qui fixait la garde de Tiphaine au père ou à la mère, qu'elle présentait donc tous les droits, autant de droits que Monsieur Taton sur son enfant. À ce moment-là, c'est l'affolement. Je dis pourquoi elle a pris Tiphaine, elle ne la connaît pas, comment Tiphaine va réagir, elle ne connaît pas cette dame. En 5 ans, elle l'a vue 2 ou 3 fois et elle l'appelait même pas maman, elle l'appelait madame. À ce moment-là, moi je veux savoir pourquoi elle a pris Tiphaine. Je veux vraiment voir ma fille, voir dans quel état elle est, comment ça se passe, avoir des nouvelles, quoi. Parce que c'est pas normal qu'on enlève un enfant comme ça du jour au lendemain sans explication, quoi. En tant que papa, je me dis, il faut que je la récupère. C'est moi qui l'ai élevée, je peux pas faire autrement. Elle est tout pour moi. C'est l'affolement, carrément. Dans les premières heures, Anne-Sophie oriente volontairement sur la piste d'un enlèvement intrafamilial. Elle laisse entendre que si on n'a pas retrouvé Tiphaine sur Maubeuge, elle n'a pu être enlevée que par la famille de son ex-mari Taton. Le 19 juin au soir, je participe directement à la perquisition chez la grand-mère. Je tombe sur un logement simple, modeste, et on se rend compte tout de suite que c'est des gens bien,
qu'à la rigueur, il pourrait être impliqué dans cet enlèvement familial, mais je suis persuadé qu'il ne ferait pas de mal à une enfant. Très rapidement, dans le cadre de cette affaire, il va y avoir des doutes du côté des enquêteurs, parce qu'il y a eu ces enquêtes de voisinage qui révèlent que la petite est un peu une enfant fantôme. Il y a quand même plusieurs perquisitions qui sont menées, notamment au domicile. Les parents vont avoir besoin d'un avocat, on leur dit prends Rigler, il s'occupera effectivement convenablement de vous. Et là, j'arrive dans une maison où tout est consacré au bonheur des enfants, où j'apprends qu'ils ne vivent pas avec énormément d'argent, mais que véritablement tout est parfaitement tenu et que les lits regorgent de peluches, que ce soit effectivement pour la petite dernière qui vient de naître que pour les deux autres. Ce couple, effectivement, bien évidemment, inspire la confiance. D'abord parce que Nicolas est pompier volontaire. Et on se dit, effectivement, que quelqu'un qui se lève la nuit pour aller sauver les autres est forcément bon. Je ne relève aucune fausse note, je ne relève aucune erreur de comportement, je ne relève aucune chose qui puisse, effectivement, me faire douter de quoi que ce soit dans leur attitude. On demande, nous, la police judiciaire, on demande au parquet d'Avesnes-sur-Helpe de lever les mesures de garde à vue. On saura après que, effectivement, Anne-Sophie et Nicolas savent jouer au poker. Le 24 juin 2009, 6 jours après la disparition déclarée de Tiphaine, sa mère et le concubin de celle-ci donnent une conférence de presse pour répondre à toutes les questions des journalistes. Le 24 juin marque quand même un tournant dans l'affaire parce qu'à partir de là, elle va être fortement médiatisée. On voit un couple manifestement éploré qui appelle à l'aide, qui explique que Tiphaine est sans aucun doute vivante et qu'il faut absolument la retrouver et que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour la retrouver. C'est tous les jours qu'elle est dans nos têtes, c'est tous les jours qu'elle nous manque et c'est tous les jours qu'on se demande si on va avoir de bonnes nouvelles. Et chose qu'on n'a pas, en fait, on est tenu à l'écart, on n'a pas de nouvelles. Je me suis dit quand même, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et que c'est eux qui ont Tiphaine, qu'ils vont peut-être réagir, ça va peut-être les faire réagir en les voyant dans cet état-là, qu'ils vont peut-être revenir sur ce qu'ils ont fait et nous la rendre, nous la déposer quelque part, ou même un coup de fil. La première chose qui me frappe dans cette interview, c'est une différence entre Nicolas et Anne-Sophie. Autant Anne-Sophie lance son discours, elle le dit de façon assez mécanique et assez froide. À côté d'elle, on a un homme qui pleure. Il faut à tout prix nous la retrouver, puisqu'on l'aime et puis on a plein d'amour pour elle, donc aidez-nous s'il vous plaît. La manière qu'elle s'est exprimée, c'est ma fille, retrouvez-la, je l'aime et tout, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. On voit qu'elle joue la comédie, mais on voit que lui, qu'il y a quelque chose à se reprocher et ça se voit fort. La question que je me pose fondamentalement à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il pleure ? Est-ce qu'il pleure une réalité terrible qu'il connaît, ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui pleure la disparition, tout simplement. Il faut savoir quand même qu'à ce stade de l'affaire, il y a déjà des suspicions sur ce couple. Alors on peut s'interroger du coup sur la tenue de cette conférence de presse. Est-ce qu'il s'agissait de crier à la France entière leur innocence et d'afficher le visage de parents éplorés ? On ne sait pas, mais en tout cas, il est vrai qu'à ce moment-là, on a déjà des soupçons. À ce moment-là, je dis qu'est-ce qu'elle fait la police ? Pourquoi elle les arrête pas ? Nous, on a de plus en plus de doutes sur la version donnée par Anne-Sophie et Nicolas sur la disparition de Tiphaine. On est persuadé que là, le couple nous cache des choses. Lors de la conférence de presse du 24 juin 2009, la question du baptême est arrivée sur la table. On est 5 jours avant la disparition officielle de Tiphaine. Et ce jour-là, Anne-Sophie et Nicolas organisent le baptême, un peu en grande pompe, d'Apolline. La fille que Nicolas et Anne-Sophie ont eue ensemble. Il
Il y a beaucoup de gens qui sont invités, des proches de la famille, des amis. Il n'y a pas Tiphaine. Et quand on les interroge en leur demandant où est la petite, ils répondent qu'elle est chez son père biologique. Mais aux enquêteurs, c'est une toute autre version qu'ils vont livrer. Ils vont raconter que Tiphaine, en réalité, ce jour-là, était à la maison, seule, parce qu'ils avaient peur qu'elle soit kidnappée par son père biologique. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans et elle est toute seule chez elle. C'est pas possible. On laisse pas un enfant de 5 ans seul dans une maison. Voilà, ça aussi, ça jette le trouble. Dans notre conviction d'enquêteur, on se dit que Tiphaine ne devait pas être présente dans le domicile le jour du baptême. Alors, où était-elle ? Voilà, la question se pose. À la suite de cet événement, les conversations qu'ils auront avec d'autres personnes vont être mises sur écoute. Les enquêteurs en sont persuadés, il y a quelque chose de pas net, de pas clair dans cette histoire. Mais à ce stade de l'enquête, on n'a pas de preuves. Et sans preuve, pas d'arrestation. Il y a 3 éléments qui vont nous interpeller au cours de l'enquête de voisinage. Le 17 juin, Anne-Sophie, son concubin, et 2 de ses enfants se sont rendus dans un fast-food de la zone de Maubeuge et on va établir, après d'ailleurs exploitation des caméras, de surveillance et tout ça, que Tiphaine n'était pas présente. Donc ça nous interpelle. Où était-elle déjà la veille de sa disparition ? Pourquoi à 20h, lors d'un repas familial, elle est la seule absente ? Le deuxième élément qui va nous interpeller, c'est le lundi de Pâques. Ils se sont rendus à une braderie. Nous allons récupérer des photos qui ont été prises par des gens avec leur appareil photo, leur téléphone portable, où on voit le couple et les 2 enfants, et là, Tiphaine n'est pas présente non plus. On se dit qu'il y a un problème. Le 30 novembre 2009, après 6 mois d'une enquête intensive, les enquêteurs décident de placer Anne-Sophie en garde à vue pour la 2e fois. Et cette garde à vue va se révéler déterminante. C'est un peu un coup de poker, mais on a quand même mis beaucoup de cartes dans notre jeu. Et bon, au fur et à mesure que les heures se sont écoulées, on s'est aperçu qu'il y avait des fissures dans son emploi du temps, dans ses déclarations. On sentait que ça évoluait vers une forme d'aveu, mais lesquels, on ne savait pas, jusqu'aux environs de 16h, 17h, où un jeune collègue qui avait 3 mois de brigade criminelle, elle demande d'aller aux toilettes, ils seront aux toilettes avec elle, au fond du couloir, et là moi je suis dans le couloir et je l'entends dire bon, je vais vous parler, je vais tout vous dire. Le 30 novembre 2009, Anne-Sophie, après 12 heures de garde à vue, finit par craquer et avouer la vérité aux enquêteurs. On ne s'attend pas du tout aux révélations qu'on va entendre ce jour-là. Ce qu'elle raconte au cours de sa garde à vue, c'est que le soir du 10 juin, la petite Tiphaine a souillé son lit, qu'elle est partie la nettoyer dans la cabine de douche, qu'elle est ensuite allée lui chercher des vêtements propres et qu'à son retour, elle a retrouvé sa fille inanimée dans le bac de douche. À partir de ce moment-là, elle appelle Nicolas, qui est devant la télé et qui, je le rappelle, est sapeur-pompier volontaire. Il prend le pouls de l'enfant et il constate le décès. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le couple se met d'accord pour que Nicolas aille enterrer le corps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas perdre la garde de leurs 2 autres enfants. Elle nous parle d'un accident. On obtient d'abord les aveux de Anne-Sophie et après on soumet ces aveux à Nicolas. La police va jouer à ce moment-là encore un autre jeu, une autre manipulation habile, extrêmement habile, et va effectivement ne pas dire à Nicolas ce que Anne-Sophie a avoué. Nicolas va avouer bien plus de choses qu'Anne-Sophie. Pour Nicolas, ce n'est pas un accident. Tiphaine est morte des coups qu'Anne-Sophie et lui-même ont donnés.
Le soir du 10 juin 2009, Anne-Sophie et son compagnon sont en train de regarder un film, Rasta Rocket, à la télévision. Quand ils s'agacent parce que Tiphaine fait trop de bruit, manifestement dans sa chambre, ils partent la chercher. Et tandis que Nicolas la maintient au sol, en tirant sur ses aisselles, Anne-Sophie chausse ses baskets et la frappe plusieurs fois, visage, ventre. L'autopsie nous permettra de constater des fractures du péroné, des fractures du coude, des fractures du bassin, des fractures de côte. Tiphaine a été un sac de boxe pour Anne-Sophie. Et Nicolas a tenu ce sac. C'est à ça qu'ils ont réduit Tiphaine. Et ensuite, ils lui donnent une douche glacée, comme ils ont l'habitude de le faire. Après cette punition, ils redescendent, comme si de rien n'était, regarder la télévision, et ils entendent un râle. En fait, Tiphaine est en train d'agoniser dans le bac de douche. Ils reviennent dans la salle de bain, elle gît au sol, inanimée. Nicolas prend son pouls et constate le décès. Et surtout, il va dire que c'était pas la première fois et que Anne-Sophie procédait à des actes de malveillance sur Tiphaine. On apprend très vite que cet enfant a été maltraité pendant 6 mois. C'était des punitions régulières. C'était l'enchaîner à la cave, dans le noir, pendant des heures. C'était quelqu'un qu'on n'emmenait pas faire les courses, par exemple, qu'on laissait seul à la maison. Cet enfant ne sortira quasiment pas du domicile. Parce que tout simplement, c'était une forme de punition. Toute la maltraitance qu'a subie Tiphaine, elle était d'une violence incommensurable. C'était des coups de ceinturon, c'était des douches froides, glacées, régulières. Tout simplement parce que cet enfant venait à subtiliser à l'insu de sa mère une friandise, parce qu'elle avait faim, parce que les punitions de Tiphaine, c'était la privation de nourriture. Ça a été pour Anne-Sophie, je pense, un véritable défouloir. Le 1er décembre 2009, soit 6 mois après la disparition de Tiphaine, Anne-Sophie est mise en examen. Anne-Sophie et Nicolas sont accusés d'homicide volontaire, violence aggravée, sur mineurs de moins de 15 ans. Ils encourent l'un et l'autre la réclusion criminelle à perpétuité. C'est donc la consternation à Maubeuge où l'on a appris aujourd'hui la mort de la petite Tiphaine qui avait disparu en juin dernier. Sa mère, une jeune femme de 23 ans, a avoué que sa petite fille était bien morte à leur domicile dans des circonstances encore troubles. Son compagnon, impliqué lui aussi dans le drame, est toujours interrogé. Le corps de l'enfant n'a pas été retrouvé. Je me réveille au matin, je suis chez moi. La première chose que je fais, c'est allumer les infos. À la télé, je vois les aveux en direct, en fait. Je me rends compte que, en fait, Anne-Sophie et Nicolas avaient scellé un pacte ensemble, en fait, sur la mort de ma fille. Tout m'est tombé sur la tête, donc... Et là, j'ai commencé à comprendre que oui, je verrais plus du tout Tiphaine, en fait. Je me suis effondré, quoi. Comment on peut faire ça à une petite fille de 5 ans? Comment? Elle pouvait me la rendre, elle savait où j'habitais. Elle pouvait me la rendre. Elle avait juste un coup de fil à me donner. J'arrivais dans l'heure. Une mère ne peut pas faire ça à son enfant. C'est sa chair. Elle l'a mis au monde. Voilà. Pourquoi? Je me suis senti coupable de tout ce qu'ils avaient fait à Tiphaine. Je me suis dit, si seulement j'aurais bougé plus, j'aurais défoncé cette porte, en fait. Peut-être que ma fille, elle aurait été encore vivante, en fait. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose au fond de moi, en fait. Peut-être. Il est 20h hier soir, un convoi mortuaire quitte le bois de Marcinelle. À l'intérieur, selon toute vraisemblance, le corps de Tiphaine. On a retrouvé le corps de la petite fille. Pour nous, c'est un cas très triste.
Le corps sera transféré maintenant pour suite d'enquête et demain, il y aura une autopsie. Tiphaine est découverte enfouie sous la terre, dévêtue, les jambes repliées. C'est sa sépulture. Et alors, chose assez incroyable aussi, enfin dramatique aussi, on va se retrouver sur la commune de Marcinelle, tristement célèbre par les actes de Dutroux, puisque c'est là que Dutroux résidait. Le projet, c'était peut-être de faire passer cette disparition pour l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est à la cour d'assises du Nord, à Douai, que s'ouvre le procès le 21 janvier 2013. Ça fait 3 ans qu'on attendait. Enfin, ils allaient payer, quoi. Au moment du procès, Anne-Sophie n'est plus en couple avec Nicolas. Et ils vont effectivement s'éloigner quelques mois avant le procès. Et effectivement, Anne-Sophie va faire le choix de se défendre de son côté. Il y a de l'effervescence, il y a du monde, il y a beaucoup de public, beaucoup de journalistes. Je me dis, je vais les voir. Je veux les regarder. Mais en même temps, je veux pas, en fait. Il y a effectivement beaucoup de gens qui veulent voir ces monstres. Comment une maman peut donner la mort à son enfant dans des conditions pareilles et qu'elle est ce lâche à ses côtés qui a participé à tout ça. Aux yeux de l'opinion, je défends un monstre. Mais moi, je défends pas un monstre. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un monstre, cette femme. Ce qu'elle a fait est monstrueux. Le combat, c'était de lui éviter la réclusion criminelle à perpétuité. C'était le seul enjeu pour elle comme pour moi. Il y a eu des moments très durs, surtout quand j'ai été appelée à la barre, où j'ai parlé au juge et je me suis retournée vers les 2 accusés. Je lui ai demandé à Anne-Sophie pourquoi, ça a été ma question, pourquoi. Et je me suis retournée vers Nicolas. Je lui ai dit pourquoi, mais toi tu aurais pu la sauver. Parce que toi tu aurais pu la sauver et nous la rapporter. Tu es encore plus fautif que elle. Alors, ils n'ont pas répondu. Les experts psychiatres décrivent Anne-Sophie comme une femme extrêmement machiavélique, froide, sadique, perverse. Certains psychiatres vont parler dans le dossier pour essayer d'expliquer le passage à l'acte du syndrome de Médée. Dans la mythologie grecque, Médée tue son enfant pour punir Jason de l'infidélité. Anne-Sophie fait disparaître Tiphaine dans un sentiment de vengeance à l'égard de M. Taton. Ça a été un moyen, selon les experts psychiatres, peut-être le moyen d'atteindre M. Taton en tuant son enfant. On ne peut pas répondre à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde? Pourquoi je l'ai frappée? Parce qu'elle était pas sage. On ne peut pas répondre à ça. J'ai compris qu'elle avait eu un lourd passif aussi. J'ai compris qu'elle avait été maman trop jeune. J'ai compris qu'elle-même n'avait pas reçu de baisers et de câlins de ses parents. Je ne sais même pas si elle était consciente, elle, qu'elle avait été une enfant maltraitée. Parce que moi, je l'ai su dans l'enquête de personnalité, mais c'est pas elle qui s'en est plainte. Après 5 jours de procès, les jurés donnent leur verdict. Et le verdict est tombé ce soir et ils ont été tous deux condamnés à 30 ans de prison assortis d'une peine de sûreté de 20 ans par la cour d'assises de Douai. 30 ans de réclusion, c'est énorme, hein. C'est une longue période quand on a 26 ans. Mais en même temps, elle ne s'estime pas injustement condamnée. Au fond de moi, je trouvais que c'était pour Tiphaine une façon de lui rendre justice, quoi. Après, pour ma part, c'est qu'une peine de prison, quoi. Ça n'enlève pas toute la douleur que j'ai, quoi. Peu importe le nombre d'années, qu'elle fait 30, 50, 60 ans, ça fera jamais revenir Tiphaine, quoi. Ça, c'est sûr.
l'image de ma petite fille que je garde, c'est celle qui est derrière moi avec son petit chewing-gum, toujours souriante, la joie de vivre. Tiphaine, c'était la joie de vivre. Face à l'innocence d'un enfant, face à la faiblesse d'un enfant, on ne comprend pas comment on peut réduire un enfant à un objet. Que l'on soit avocat ou homme, c'est insupportable. C'est même encore très dur aujourd'hui. Je pense beaucoup à comment elle aurait été là maintenant. Comment elle aurait été grande. Comment elle aurait été épanouie. Puis aussi tout ce qu'elle a manqué. Je pense continuellement à Tiphaine. Elle est tout le temps dans ma tête, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est toujours présente parmi nous, à chaque seconde. On ne peut pas l'oublier, c'est pas possible. Tiphaine, c'est une partie de moi, on l'oubliera jamais. Elle est là, toujours là. Les parents d'Agnès, d'emblée, considèrent, eux, qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. Il va monter jusqu'à 100 personnes sur le terrain, avec des équipes cynophiles, des chiens et un hélicoptère. Je prends conscience qu'il fait nuit, qu'il fait très froid, qu'on n'a pas retrouvé Agnès. Et c'est la panique. Nous devons faire la lumière sur ce qui est arrivé. Et le seul élément qui puisse nous permettre d'y arriver, aujourd'hui, c'est Mathieu. « 17 coups de couteau, il y a des coups au visage, il y a des coups au thorax, il y a des coups dans le dos, il y a des coups dans le cou. » Il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus d'innocence, il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien. Pas 18 ans et avoir déjà commis 2 viols, 2 crimes et un assassinat, Mathieu, il est totalement hors norme. Avec Patrick Dils, qui lui aussi a été condamné à perpétuité avant, plus tard d'être blanchi, il y a 2 mineurs qui ont été condamnés à perpétuité, Patrick Dils et Mathieu. Avec ma femme, on sera à perpétuité à côté de Mathieu, parents à perpétuité. Même 7 ans après, il y a des prénoms comme ça qui marquent. Il y a Agnès. Le 16 novembre 2011, le mercredi après-midi, c'est une journée particulière au Chambon-sur-Lignon. On est au plein cœur de la Haute-Loire. Le Chambon-sur-Lignon, c'est 2500 habitants à peu près. Le Chambon-sur-Lignon est un village plutôt calme. Les gens vivent en se côtoyant et en se connaissant. Le lycée du Chambon-sur-Lignon est un site magnifique, à l'écart du village, 800-900 mètres, presque 1 kilomètre des premières maisons du village, et il donne sur une forêt. C'est un internat mixte qui est international, il s'appelle Collège-Lycée International Sévenol. Il a été créé pour accueillir des gens de tout horizon. À la base, il accueille les réfugiés de la guerre, donc c'est vraiment un lieu d'accueil et d'ouverture et de tolérance. On le voit quand on arrive au Sévenol, il n'y a aucun mur, c'est ouvert sur la nature, c'est très libertaire. Moi, ça fait 3 ans que je suis à l'internat et ça se passe très bien. C'est un lieu que j'adore et j'ai ma bande, j'ai mes habitudes et c'est clairement une deuxième famille pour moi. Agnès arrive en cours d'année, en 2011, en avril. Elle a 13 ans. Moi, j'en ai 16, je vais les avoir. C'est la plus jeune. C'est vraiment, pour le coup, le bébé, quoi.
Elle est très jolie, puis elle a un rouge à lèvres très rose, presque rose bonbon, puis très solaire, très souriante alors qu'elle connaît personne. C'est pas comme ça d'habitude qu'on arrive dans un internat au milieu d'année, dans un nouveau groupe, tout ça. Pourtant, elle s'intègre très très vite. C'est une jeune fille qui a les difficultés de son âge, qui est encore enfant, qui voudrait être femme, qui est intelligente, qui est brillante, mais qui n'est pas forcément disciplinée. Elle arrive au Chambon parce que le proviseur de son lycée explique aux parents qu'ils ne vont pas garder Agnès, mais qu'il serait bon qu'elle aille en internat. Et j'imagine les parents d'Agnès se disant « Notre fille va être loin de Paris, dans un endroit où il n'y a pas les tentations de la ville, où règne une sorte de paix et de calme, et donc la rentrée au Chambon, en apparence, tout va bien. » Le 16 novembre, c'est une journée absolument comme les autres au départ, où c'est un mercredi, donc à part que c'est une journée où on n'a qu'une mi-journée de cours et qu'on sait qu'on va pouvoir sortir l'après-midi. J'ai croisé Agnès devant l'internat, et puis après nos chemins se séparent à ce moment-là, vers 12h30. Certains d'entre eux décident de descendre au Chambon-sur-Lignon, d'autres décident d'aller dans les bois ou au bord de la rivière. Chacun va qu'à ses occupations. À 17h, on doit tous être là. C'est la règle, on a le droit de descendre au village, mais à 17h, on est là. Je constate qu'Agnès n'est pas là, mais il n'y a rien d'inquiétant. Et lorsque l'appel est fait, elle est signalée absente. Le collège, dans un premier temps, ne s'inquiète pas parce qu'un ado qui a 1 heure, une demi-heure de retard, c'est pas inquiétant, mais le soir, elle n'est pas là. Je comprends que quelque chose ne va pas, et j'ai mon téléphone dans les mains, et j'appelle Agnès. J'appelle Agnès en boucle. J'ai dû l'appeler 40 fois en 1 heure. Alors que ça tombe sur messagerie instantanément et que je lui laisse des messages. Je lui laisse des messages en lui disant de nous rappeler, en lui disant écoute, s'il faut qu'on te couvre, tu me le dis. Si c'est parce que t'es en retard et tout ça, mais bon, réponds-moi. Je commence à avoir peur en fait, à avoir vraiment très peur, mais je sais même pas de quoi encore. C'est là que rapidement les élèves commencent à s'affoler, à s'agiter, à en faire part à leurs supérieurs et à l'encadrement. Et donc là, le collège s'inquiète et naturellement prévient les parents que Agnès n'est pas rentrée. Les parents d'Agnès, d'emblée, considèrent, eux, qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. Ils ne reconnaissent pas leur fille dans cette façon de procéder. Et ils demandent à ce que la gendarmerie soit appelée. La patrouille qui est engagée se rend directement au collège de façon à pouvoir recueillir les premiers éléments d'information au contact direct de tous ces élèves. Les gendarmes, ils arrivent en tout début de soirée, en vrai, ils arrivent très vite. La première hypothèse, c'est est-ce qu'Agnès a fugué? Ou il lui est arrivé peut-être un accident, ou peut-être est-ce qu'elle a été enlevée, peut-être est-ce qu'elle est quelque part en train de souffrir. Quelles que soient les raisons de la disparition d'Agnès, mon seul objectif et mon seul devoir, c'est de la retrouver. Donc il faut aller très vite, le plus vite possible, en étant professionnel. Vite pour sauver la personne. Je suis sur le Chambon-sur-Lignon avec le chien et la patrouille de gendarmes. De 22h30 jusqu'à minuit et demi, 1h moins le quart. La nuit est donc largement engagée. Il s'est écoulé près de 8 heures et toutes les recherches sont vaines. On ne sait pas exactement comment elle a passé son après-midi. Personne n'est capable de le dire vraiment. On ne sait pas où elle est, ce qu'elle a fait dans l'après-midi, ni en début de soirée. On n'a aucune nouvelle d'elle, aucune trace. Et là, moi, je prends conscience qu'il fait nuit, qu'il fait très froid, qu'on n'a pas retrouvé Agnès. Et que, dans le meilleur des cas, elle est toute seule, dehors, dans le froid. Et c'est la panique. Jeudi 17 novembre 2011, on est le lendemain de la disparition d'Agnès et les recherches reprennent de bon matin, dès les premières heures du jour. On parle d'une enfant. Elle a passé la nuit dehors.
Donc la situation pour moi devient urgente. Un maximum de gendarmes, c'est bien décidé, vont ratisser un maximum d'hectares. Et de notre côté, les structures d'investigation et d'enquête vont essayer d'obtenir des éléments pour localiser soit Agnès en fugue, soit Agnès blessée, soit Agnès malheureusement, éventuellement enlevée par quelqu'un dans son lycée. Agnès est une jeune collégienne parisienne. Ses parents habitent et travaillent à Paris. Et dès ce lendemain de la disparition, ils se rendent sur les lieux. Je vois les parents d'Agnès, Frédéric et Paola, très inquiets forcément. C'est une fille adorable et on a besoin de tous les témoignages et de tous les gens qui peuvent nous aider à savoir ce qui s'est passé. Elle est quelque part, seule ou accompagnée, elle s'est pas évaporée. Il y a des journalistes qui commencent à arriver. Beaucoup de journalistes. Et beaucoup de gens du village. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui cherchent. Le colonel m'informe rapidement qu'il va mettre en place un dispositif très étoffé de moyens, beaucoup de gendarmes. Il va monter jusqu'à 100 personnes sur le terrain avec des équipes cynophiles, des chiens, un hélicoptère. Il y a une ambiance très opérationnelle sur le terrain. Donc il tourne au-dessus de cette tourelle, cet hélicoptère, de 15h à 20h. Nous, on sait que c'est des caméras thermiques. Et que ça fait 5 heures qu'il tourne et qu'il n'a rien vu de chaud. Déjà, je ne supporte plus cet hélicoptère. Et je ne supporte toujours pas les bruits des hélicoptères, d'ailleurs. Il y a un truc qui se décroche en moi. Là, je commence à peine à effleurer l'idée de me dire que c'est complètement plausible qu'on retrouve Agnès morte. Mais nous avons quand même un deuxième espoir. C'est dans le cœur des élèves de ce collège que les gendarmes ont la conviction de devoir chercher pour trouver les éléments déterminants sur la destination d'Agnès. Je me dirige donc avec la patrouille au sein même de l'établissement. Je me positionne au milieu de l'établissement. J'assiste à cette scène étrange, des enfants qui vont, qui viennent me déclarer des choses parfois très étranges. Je décide d'envoyer tous ces enfants qui ont des choses qui me paraissent intéressantes à la brigade, de façon à ce qu'ils nous racontent leur version. J'apprends que des témoignages de plus en plus précis corroborent l'hypothèse de la présence d'un jeune homme qui a accompagné Agnès dans le bois. Mais il raconte aussi, dans un des témoignages, que ce garçon se cachait le visage avec une écharpe et avait des traces de griffures sur le visage. Les garçons l'ont vu rentrer à l'internat d'une certaine façon, à 16h30 ou par là, fatigué. Il a des traces au visage qui sont pas normales. Il a pris une douche apparemment de je sais pas combien de temps. Tout de suite, les comportements étranges, on va les remarquer. On va lui poser tout un tas de questions. Et il a 6 versions différentes, quoi. Il a dit qu'il était tombé dans les ronces, il a dit qu'il était tombé dans les broussailles, dans la forêt, il a dit qu'il était tombé sur le gravier, il a dit qu'il s'était percé les boutons. D'avoir des versions aussi différentes, ça les a alertés. À ce moment-là, nous nous regardons tous, et nous n'avons pas besoin de vous faire beaucoup de commentaires pour nous dire que ce jeune homme a très certainement un rôle important et peut-être même dramatique dans cette affaire. Je décide évidemment de le faire placer en garde à vue. Les gendarmes d'ailleurs qui ont cette prérogative le font instantanément. Mathieu, c'est un ado de 17 ans et demi qui ne présente pas extérieurement de signes notables. Il ressemble à tous les adolescents, quoi. Il porte une casquette, il a des jeans que je trouve à mon goût bien trop larges, il les porte bien trop bas. Mathieu, il aime la littérature, alors la littérature très fantastique. Il m'a toujours étonné de lire des bouquins de 900 pages comme
tous les adolescents, il aime les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui, toujours, à mon goût, sont un petit peu trop violents. Non, c'est un ado d'aujourd'hui, quoi, classique. Hein. Mathieu arrive au Chambon-sur-Lignon début décembre 2010. C'est un garçon lambda. Je sais évidemment qui c'est, mais parce qu'on a la moitié de nos cours ensemble. Les parents de Mathieu sont prévenus de la garde à vue téléphoniquement par l'officier de police judiciaire. La gendarmerie me dit que Mathieu est en garde à vue, mais on m'explique pas le pourquoi, du comment, ni quoi que ce soit, quoi. Oui, une jeune fille disparaît, mais pourquoi Mathieu ? Nous devons faire la lumière sur ce qui est arrivé. Et le seul élément qui puisse nous permettre d'y arriver, aujourd'hui, c'est Mathieu. Et il faut qu'ils nous disent où se trouve Agnès. C'est notre seule chance de la retrouver vivante. L'enjeu de cette audition, sous le régime de garde à vue, c'est de tirer tout ce que Mathieu sait. Mathieu donne plusieurs versions. Il sent bien qu'il ne peut pas nier l'avoir vue. Avec l'accord de l'avocat, j'insiste en lui disant « Mais dites-nous où se trouve Agnès en ce moment. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est en danger? Dites-nous. » Je sais pas. Je sais pas, et ça dure longtemps. On se sent mais d'une impuissance inimaginable. On a beau avoir 100 gendarmes, on a beau avoir un hélicoptère qui tourne au-dessus, des chiens, on a beau avoir une conviction, une expérience, un vécu, on se sent impuissant devant un être humain qui est là, fermé comme un mur. Mais Mathieu a un précédent. Et ce précédent est extrêmement inquiétant. J'ai des renseignements comme quoi il a déjà été mis en cause dans le Sud, dans le Gard, pour une affaire de viol. Il a été incarcéré, il a été remis en liberté par un juge d'instruction, il a été placé sous contrôle judiciaire. C'est une affaire qui remonte au mois d'août 2010 et qu'on ignorait jusqu'à présent. Le 1er août 2010, Mathieu va donner un rendez-vous à Julie. Julie et Mathieu se connaissent. Ils se connaissent depuis leur plus tendre enfance parce qu'ils sont du même village. Ce sont les petits villages du Gard. Donc tout le monde se connaît et tout le monde se fréquente. Julie est une adolescente de 15 ans qui est au lycée et qui est une adolescente sans problème. Une personnalité rayonnante de bonté, de gentillesse. Je veux dire, Julie, elle est tout droit sortie d'un roman de Madame de Sévigné. En 2010, Mathieu a 16 ans, il finit sa classe de seconde, il est admis en classe de première. Tout va bien, il a une petite amie, il a des occupations, c'est les vacances, quoi. Quand Julie est contactée par Mathieu, c'est un de ses camarades de classe, donc elle n'a absolument aucune raison de se méfier. C'était quelque chose qui était prémédité. Il avait emmené une jeune fille dans les bois, il avait préparé la scène. On est dans le cas d'un gamin qui a arrêté l'idée de violer, donc qui a pensé, qui a choisi le moment, qui a choisi le lieu, qui a pris la peine d'aller sur les lieux pour fixer des cordelettes avec lesquelles il va attacher sa victime, et qui va emprunter le godemichet de ses parents pour violer la gamine. Et donc il s'est livré à un viol sur cette jeune fille. Ce n'est pas le viol d'un ado frustré en mal de vie sexuelle. C'est un viol planifié pour humilier, pour faire mal et pour blesser. Sur une personne qu'il connaît, qu'il sait être plus jeune et sans défense. Au lieu de se mettre à hurler, à crier, à t'embêter, etc., elle est restée très calme, très douce. Son téléphone portable à cette jeune fille s'est mis à sonner pendant les faits, c'était sa mère qui l'appelait. Julie essaye d'amadouer Mathieu en prenant le prétexte de son téléphone qui n'arrête pas de sonner et de l'inquiétude de sa mère qui va partir à sa recherche et qui l'attend pour déjeuner. Et là, Mathieu, finalement, l'a libérée, l'a laissé partir. La jeune fille lui a dit non, mais on pourra remettre ça plus tard. A réussi à l'amadouer pour sortir de ses griffes et puis à les déposer plainte plus tard dans la journée.
Le 1er août 2010, on est avec Mathieu en train de préparer la voiture parce qu'on partait le lendemain en vacances. Donc on était en train de charger la voiture, d'installer les vélos derrière et arrive à la maison devant le portail 3 véhicules de gendarmerie. Je comprends de suite que c'est grave. Et dans la conversation, je comprends que Julie est impliquée et qu'elle a une position de victime. Je comprends rapidement que Mathieu aurait violé Julie et Mathieu a violé Julie. Et devant la gravité de ces faits, Mathieu est mis en prison. On est assommé, on est bouleversé, c'est tellement délirant que très rapidement on se dit c'est pas possible, c'est pas Mathieu qui a fait ça, c'est pas le Mathieu qu'on connaît. Bien évidemment que c'est lui qui a fait ça, on en est sûr, mais c'est un gamin qu'on ne connaît pas, quoi. Et comment se fait-il qu'on ne le connaît pas, ce gamin-là qui est capable de faire ça? Et donc Mathieu a fait une période de 4 mois de détention provisoire, mais n'a pas été jugé. Et il va y avoir les expertises psychologiques et psychiatriques qui sont diligentées par le juge d'instruction, ce qui est la règle en la matière. L'expert psychiatre insiste sur le fait que Mathieu est sur un chemin qui l'amène vers une forme de toxicomanie. Et Mathieu a une capacité à se détacher du monde réel, et ce détachement du monde réel serait lié à un excès de jeux vidéo, un excès de cannabis et autres produits. Les conclusions du psychiatre sont extrêmement claires. Il n'y a pas, a priori, de raison raisonnable de penser qu'il puisse y avoir une récidive, que c'est manifestement une erreur de parcours et que Mathieu n'est pas dangereux. Donc l'expert nous dit, si Mathieu ne joue plus, si Mathieu s'éloigne de tous les produits psychotropes, tout ira bien. Et l'expert dit que Mathieu a aussi une capacité à se réinsérer qui est certaine, quoi. Donc, avec un certain nombre de garanties, et notamment un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, par un suivi psychiatrique assidu et dans un encadrement fermé et extrêmement strict, le juge d'instruction autorise la remise en liberté. Puisque Mathieu est dangereux dans le Gard, on va lui interdire de résider dans le Gard. Le problème, c'est que pour obtenir la libération de Mathieu, il faut trouver un établissement scolaire. J'ai sollicité, je crois, 28 établissements. Il y en a peut-être 21 qui m'ont dit non. Et le premier qui m'a dit oui, c'est le Cévenol, quoi. Il y avait un autre établissement sur Avignon qui était OK pour scolariser Mathieu. Mais nous, on s'est dit qu'Avignon, c'était proche de Nîmes. Et donc, on a préféré le Cévenol parce que c'est à 4 heures de chez nous et qu'on se disait c'était plus propice à une meilleure réinsertion de Mathieu, quoi, en étant loin. Je rencontre le directeur, je lui explique que Mathieu est incarcéré. Je ne prononce pas le mot viol, je prononce le terme agression sexuelle. Le directeur du Cévenol, il me dit, il n'est pas question de condamner une seconde fois Mathieu. C'est à la justice de faire ça, mais pas nous. Nous, si la justice est partie prenante dans ce projet que vous êtes en train de monter, on sera là avec vous et avec Mathieu. Vous avez quelqu'un qui vient de violer une gamine, dans des circonstances, encore une fois, inquiétantes du point de vue de la personnalité, et on ne trouve rien de mieux que de l'éloigner pour le mettre dans un monde clos, mixte. Un monde clos, mixte. C'est hallucinant. Né moins d'1 an et demi après les faits du Gard, lorsque survient l'affaire du Chambon-sur-Lignon. L'obsession des gendarmes enquêteurs, du procureur que je suis, c'est de faire dire à ce jeune homme où est Agnès. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils sont allés? Où il l'a laissée? L'interrogatoire va continuer, alterné de temps de repos, y compris pendant la nuit, et puis il reprendra le lendemain matin. Il est bien évident que nous allons continuer jusqu'au bout des 48 heures légalement prévues. Et c'est au moment où nous prolongeons la garde à vue que, au cours de l'entretien, il finit par
dire qu'il va expliquer des choses aux gendarmes. Il arrive ce vendredi à la version ultime où il est allé en forêt avec elle. Ils se sont fâchés, non seulement fâchés, mais battus. Ils ont échangé des coups. Il finit par admettre qu'il a poussé Agnès, qu'elle est tombée, qu'elle s'est peut-être fait mal. Et on lui dit, mais tu te souviens de l'endroit où tu as laissé Agnès? Il dit, vaguement, je sais pas, ouais, peut-être. J'ai dit, allez hop, on le met dans une voiture et on l'amène dans le bois. Et c'est là que Mathieu accepte, ce vendredi soir, alors que la nuit est tombée, de nous amener à proximité. Et quand je dis à proximité, c'est en indiquant d'une façon vague la zone sur laquelle il se serait quitté. On arrive dans un chemin, en contrebas d'un grand bois. Les gendarmes mettent un dispositif en place immédiatement pour chercher. Mais c'est très très vague. C'est sur plusieurs hectares. C'est une direction, sans plus. Il fait froid, c'est l'épuisement, c'est la 3e nuit qui va commencer. Nous traversons des zones pentues, des rochers, des murs de pierre, ce qui nous oblige à faire des détours. Alors les uns prennent par la gauche, les autres par la droite, on essaie de se regrouper, de reprendre contact. Mais la progression continue, et donc lorsque nous arrivons au bout de la forêt, après être descendus, et on repart dans l'autre sens, en essayant de retrouver la trajectoire. Quand tout à coup, un gendarme qui se trouve à quelques 20-30 mètres sur ma gauche crie le salaud. Il tape contre un arbre, le salaud il l'a fait. Je cours vers lui. Dans la nuit, cette forêt est des plus sordides. Et là, j'essaie de comprendre ce qu'il a pu voir. Et j'approche avec ma lampe pour essayer de comprendre. Et donc, je vois l'indicible. Je comprends que c'est le corps d'une jeune fille de 13 ans et demi parce que ce que je vois, c'est avant tout un corps mutilé. ce que nous découvrons est impossible à imaginer. Impossible. La nature humaine, normalement constituée, ne peut pas imaginer un tel résultat. De ces magnifiques photos qu'on a eues entre les mains pendant tout le temps des recherches, il reste un tout petit bout de corps et des morceaux de bois calcinés, une ficelle autour d'un arbre. C'est l'horreur, à tous les sens du terme. L'autopsie révèle le calvaire qu'elle a pu vivre. 17 coups de couteau, il y a des coups au visage, il y a des coups au thorax, il y a des coups dans le dos, il y a des coups dans le cou. Puisqu'il a joué avec Agnès durant ce qui est estimé 30-45 minutes, avant que de commettre bien sûr son ou ses actes sexuels. Il y a un viol, Agnès est attachée, elle a été brûlée, on sait qu'elle a affreusement souffert. Même son squelette est atteint puisque ce sont les 2 fémurs qui sont cassés. Donc ça veut dire qu'elle a subi des atrocités qu'on a du mal à imaginer. Je devais aller dire ça à un papa et à une maman. Madame, monsieur, voilà, il faut qu'on vous parle. On a retrouvé Agnès. Et elle est vivante? Non, hélas, je suis désolé. Et j'essaie de minimiser les circonstances. Je leur parle et puis les nerfs prennent le dessus. C'est un moment très, très difficile. Je me sens coupable. Je me sens coupable parce que je n'ai qu'une mauvaise nouvelle à leur annoncer. J'aurais tant voulu leur dire, on a retrouvé Agnès, elle est blessée, mais elle va bien. Voilà, quelque chose comme ça. Il est 13h30 cet après-midi. Le lycéen de 17 ans sort tout juste de garde à vue. Il est dissimulé sous un manteau noir à son arrivée au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Il vient d'avouer le viol et l'assassinat d'Agnès Marin. Il reconnaît aussi avoir brûlé son corps.
Le procès s'ouvre devant la cour d'assises pour mineurs de la Haute-Loire au Puy-en-Velay le mardi 18 juin 2013. Les deux affaires du Gard et de la Haute-Loire ont été jointes lors de l'instruction. Mathieu va être jugé pour les deux faits. Il a reconnu un premier viol, et moins d'un an après, il a recommencé, mais il a ajouté l'assassinat au viol. Alors c'est un procès qui est attendu de longue date et qui débute ce mardi-là dans une ambiance absolument incroyable et avec des retentissements aussi ce jour-là, des rebondissements déjà au premier jour du procès. Pour les parents d'Agnès, il y a un objectif. Qu'il n'y ait pas une autre Agnès Marin. Que leur fille ne soit pas morte pour rien et que Mathieu soit mis hors d'état de nuire le plus longtemps possible. L'enjeu du procès pour Mathieu, c'est la perpétuité. C'est-à-dire qu'il était mineur au moment des faits, mais âgé de plus de 16 ans. Si l'excuse de minorité est écartée, il encourt la perpétuité. Si elle est maintenue, c'est 20 ans. Là, quand vous rentrez dans une salle d'assises, on vous met dans le camp des coupables, quoi. Hein. La salle est divisée en deux, il y a les parties civiles et il y a la famille. Voilà. Et la famille, c'est nous, quoi. Et en l'occurrence, c'est moi et Sophie, quoi. Vous voyez, on est deux. Deux et Mathieu, qui est de fait coupable, quoi. Mais on nous montre bien qu'effectivement, on est de l'autre côté de la barrière, quoi. 8h30, l'accusé arrive sous bonne garde. L'enjeu de la journée, savoir si le procès va être public ou se tenir à huis clos. Les parents d'Agnès souhaitaient un procès public. Pourquoi ? D'abord pour qu'on puisse dénoncer les dysfonctionnements de la justice et son incapacité à les sanctionner. Ce procès, c'est une partie de leur combat. Vous avez tous envie pour vos enfants que ça n'arrive plus. Pas de chasse aux sorcières, mais un procès aussi éclairé que possible. Et c'est vrai que le fait que ce soit public donne un relief à un procès, bien sûr, qu'un huis clos ne peut pas lui donner. Malheureusement, la deuxième victime ne voudra pas la publicité des débats, ce qui est son droit. Il est inhumain, véritablement inhumain, de réclamer qu'une jeune fille ou une femme lève le huis clos quand pour elle, ça lui est absolument insupportable que le grand public puisse non seulement connaître son visage, mais également être mis au courant de ce qui lui a été fait. On ne peut pas exiger un sacrifice pareil d'une victime. Quand la cour annonce que ça sera à huis clos, c'est sûr que ça passe mal et c'est surtout auprès de la famille que ça passe mal. Parce que le public, les gens, vont pas connaître exactement ce qui s'est passé, vont pas connaître, encore une fois, tout ce qui a raté et pourquoi on en est arrivé là. Et ça, les parents d'Agnès, c'est un regret mais immense. La première déposition de Julie, la victime, de Mathieu devant la cour d'assises du Puy-en-Velay, c'est un moment très fort parce que c'est une toute petite jeune fille qui a déjà vécu des choses extrêmement difficiles et qui fait preuve d'un courage absolument extraordinaire en répondant aux questions qui lui sont posées et en disant exactement ce qui lui est arrivé. Ça a été une épreuve absolument atroce et extrêmement pénible à subir pour cette jeune fille qui a accepté justement pour Agnès parce que Julie a énormément culpabilisé d'avoir survécu. Et quant à Mathieu, il y a une sorte d'absence, d'indifférence à son procès. À un moment donné, sa mère dépose et on imagine tout ce qu'elle peut ressentir. Et je le regarde regarder sa mère, il pourrait avoir de la peine pour sa mère, rien. Vaguement un intérêt quand son père parlait. Vaguement. Et il est un peu indifférent, hautain, méprisant. Il n'est pas là dans l'assistance, il est dans une forme de délire. Je crois qu'il n'a rien compris à ce qui se passait autour de lui. Quand vous entendez les parents d'Agnès en train de raconter ça vous arrache le cœur et que vous voyez Mathieu qui est en train de regarder le plafond en faisant semblant de siffloter, vous vous dites, ce gamin est barjot. Le profil de Mathieu est totalement hors du commun. Il est unique, pas 18 ans et avoir déjà commis 2 viols
Et un assassinat, Mathieu, il est totalement hors norme. Alors lorsque je suis à la barre, ce que je mets en lumière concernant la personnalité de Mathieu, c'est cette personnalité extrêmement complexe. C'est quelqu'un qui est plutôt sur un versant psychotique. Ça veut dire qu'il est particulièrement distant, froid. Je suis frappée par son absence totale d'empathie à l'égard des victimes. La victime, d'ailleurs, lorsqu'il en parle, il ne donne jamais son prénom, ni son nom. Il en parle de manière neutre. Elle n'existe pas, et d'ailleurs, je pense qu'elle n'existe pas pour lui en tant que personne. Ce qu'il exprime concernant l'agression, il agresse sa victime qui se rebelle, et là, il devient encore plus agressif. Et il dit qu'il panique. Et il a une phrase, à un moment assez curieuse. Il dit « Je ne savais pas si je pouvais m'arrêter, si c'était réel ou pas ». Je lui demande également s'il repense aux faits. Sa réponse est là encore étonnante. Je me force. Il n'a pas de sentiment de culpabilité. Il dit très clairement que s'il était dehors, il recommencerait. Mathieu, vis-à-vis des experts, est responsable de ses actes et doit en répondre. Le vendredi 28 juin 2013, on arrive au dernier jour du procès. L'avocate générale, dans son réquisitoire, réclame 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Mathieu. Elle écarte donc l'excuse de minorité. C'est le premier coup de tonnerre de la journée. En soirée, deuxième coup de tonnerre après 4 heures de délibéré, la cour d'assises va au-delà des réquisitions de l'avocate générale et condamne Mathieu à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui est extrêmement rare pour un mineur, puisque avec Patrick Dils, qui lui aussi a été condamné à perpétuité avant plus tard d'être blanchi, il y a 2 mineurs qui ont été condamnés à perpétuité, Patrick Dils et Mathieu. Mais le combat des parents d'Agnès continue. Pour les parents d'Agnès, l'idée que la mort de leur fille soit finalement de la seule responsabilité de Mathieu et que personne d'autre n'ait à en répondre était insupportable. Ce que nous voulons faire juger en faisant ce procès, c'est que soit reconnu du dysfonctionnement de l'institution judiciaire dans cette affaire. Ils ont réussi à faire condamner l'État pour faute lourde. Ça aussi, c'était important pour eux. Parce que tout a dysfonctionné. Mais à ce niveau-là, on a du mal à l'imaginer. Donc l'État est condamné à verser à la famille d'Agnès une somme d'argent en réparation de la faute commise par la justice. Bref, peut-être que chacun à son niveau se dira plus jamais ça. Ça veut dire ça que l'État soit condamné pour faute lourde. Agnès, moi, quand j'entends ce prénom, ça me rappelle forcément cette affaire. Même 7 ans après, il y a des prénoms comme ça qui marquent. Il y a Agnès. Pour avancer, le seul moyen, c'est pour moi, c'est de penser à elle dans ce qu'elle était elle, qui n'a rien à voir, je vous l'assure, avec la façon dont elle est partie. Et du coup, c'est la vie. Et quand vous avez ça en tête, vous profitez vachement plus de la vie. Et en plus, vous avez la chance d'être suivi par une super jolie étoile.